Allez, trêve de plaisanterie, on poursuit le programme avec votre rendez-vous derrière l'image. Il est 14h30 à Paris, comme chaque jour. On continue de décrypter l'info, mais à partir d'une photo et qui fait sens. Et on vous parle aujourd'hui d'une ressource omniprésente dans nos vies. On la retrouve dans environ la moitié des produits de supermarché, dans les gâteaux, les produits de beauté, dans des détergents aussi, dans certains carburants également. Il s'agit de l'huile de palme. Et oui, l'huile de palme. Pour en parler, on est rejoint aujourd'hui par Gabriel Maréchaux. Bonjour Gabriel, journaliste à The Conversation France, spécialiste évidemment des questions environnementales. Et comme chaque jour, vous venez avec une photo, un cliché. Alors on va le voir à l'écran. Racontez-nous de quoi il s'agit et surtout, qu'est-ce que nous raconte ce cliché aujourd'hui ? Bonjour Elisabeth, bonjour à tous et à toutes. Alors je suis arrivée aujourd'hui avec une photo qui a été prise en Indonésie, dans le sud de l'île de Sumatra. Alors on voit à perte de vue des plantations d'huile de palme avec des lignes et des lignes de palmiers à huile. Oui, moi je trouve que c'est tellement géométrique qu'on dirait presque une maquette. C'est en fait une vue aérienne et c'est souvent en fait le genre d'illustration qu'on choisit, ces vues aériennes, pour montrer l'étendue de l'industrie de l'huile de palme et son impact sur certains paysages. Mais moi, en fait, j'ai aussi un peu voulu vous montrer cette photo pour vous parler de ce qu'elle ne montre pas et de ce qui est peu visible sur la question de l'huile de palme, à savoir qui travaille dans ces plantations. Et cette question, en fait, elle est loin d'être anodine. Elle est même en train de devenir une préoccupation majeure en Malaisie et en Indonésie, deux pays qui, à eux seuls, produisent 85% de l'huile de palme à l'échelle mondiale. Cette question, en fait, elle menace aujourd'hui cette manne de l'huile de palme dans ces pays-là, puisque on a de plus en plus de mal à recruter des travailleurs pour venir faire tourner ces plantations. On imagine que c'est un travail pénible, c'est pour cela ? Alors oui, tout à fait. C'est un travail extrêmement harassant, dans une moiteur en plus tropicale qui n'arrange pas les choses. C'est souvent dans des lieux isolés, c'est très peu valorisé socialement, peu rémunérateur. Tout ça fait donc que c'est très peu attractif. C'est ce que nous raconte l'agronome Alain Rival dans un article pour The Conversation. Et il nous explique que cette réalité, elle a déjà menacé par le passé l'industrie de l'huile de palme, notamment en Malaisie au moment du Covid. Il faut savoir qu'en Malaisie, en fait, ces emplois dans les plantations d'huile de palme, ils sont tellement peu attractifs que la Malaisie doit compter sur une main-d'œuvre étrangère précarisée et qu'on peut payer à bas coût. Donc des personnes qui viennent du Bangladesh, d'Inde, du Myanmar, du Népal. Et au moment du Covid, quand les frontières étaient fermées, cette main-d'œuvre étrangère à bas coût, elle n'a pas pu venir. Ce qui fait que la Malaisie a commencé un petit peu à essayer de tout faire pour rendre ce secteur attractif ou pour tout simplement faire tourner les plantations. On a essayé de faire travailler des repris de justice, des toxicomanes. On a essayé de proposer des avantages comme logement gratuit pour toute la famille du travailleur, frais médicaux pris en charge. Mais tout ça n'a finalement pas réussi à résorber ce sous-effectif dans les plantations. Donc les fruits ont beaucoup pourri et l'impact sur les rendements ont été drastiques. Mécaniser le travail, c'est pas possible ? Alors, ce serait effectivement une piste, mais de par des particularités des plantations d'huile de palme, c'est aujourd'hui assez difficile, parce qu'il faut avoir en tête que les fruits qu'on récolte sur le palmier à huile, ils sont en grappe ou en régime, comme on dit, à la cime des arbres, donc c'est parfois à plus de 10 mètres, donc c'est pas une chose facile que d'aller les chercher. En général, on utilise une longue perche pour ça, et il faut aussi avoir l'œil, en fait, à 10 mètres en dessous, pouvoir voir si ce régime, il est au bon degré de maturation pour être récolté. Tout ça, aujourd'hui, la machine n'arrive donc pas à le faire. Et puis, il faut dire aussi que très longtemps, cette industrie de l'huile de palme, elle a pensé qu'elle pourrait toujours trouver une main-d'œuvre à bas coût mobilisable, ce qui a fait qu'elle a peu investi dans la recherche et le développement, et que donc, en fait, le travail dans les plantations d'huile de palme, il a à peine changé depuis 100 ans à peu près, quand les premiers palmiers à huile ont été plantés en Malaisie et en Indonésie. 100 ans, c'est pas plus vieux que ça ? Eh bien, non. En fait, souvent, dans notre esprit, on lit huile de palme et Malaisie, Indonésie, mais en fait, le palmier à huile, c'est un arbre africain qui est arrivé en Asie du Sud-Est avec la colonisation. D'abord, des colons néerlandais qui ont apporté cette plante en Indonésie. Puis, en Malaisie, c'est un Français, Henri Fauconnier, qui avait déjà fait fortune dans l'EVA, qui a ouvert la première plantation d'huile de palme en 1917. Et à l'époque déjà, c'était souvent pas des populations locales qui travaillaient dans ces plantations. À l'époque, on trouvait notamment beaucoup de personnes issues de l'Inde du Sud dans les plantations en Malaisie, également régulièrement des personnes de Chine en Indonésie. Et ce contexte initial colonial dans lequel est née l'industrie de l'huile de palme, il n'est pas anodin à rappeler pour Justine Loiseau, une chercheuse qui a écrit à ce sujet pour The Conversation. Elle rappelle tout simplement qu'au cours du XXe siècle, la moitié des forêts du monde entier ont été rasées.
il y a 3 zones où la déforestation a été particulièrement forte. On a l'Asie du Sud-Est, on a l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud. Et dans ces 3 contextes, c'est souvent dans un régime colonial ou néocolonial que la déforestation a été amorcée, avec des personnes qui ont intérêt à planter telle culture à tel endroit pour leurs propres intérêts. Il y a comme ça l'entreprise de voitures américaine Ford qui va déforester des immenses parcelles en Brésil pour faire de l'EVA pour ses propres pneus. En Afrique, on a comme ça l'arrivée du cacao, qui n'est pas une plante africaine, mais une plante qui vient d'Amérique du Sud à la base. On a aussi, encore une fois, l'EVA, qui produit du caoutchouc, qui passe de l'Amazonie, dont elle est originaire, en Asie du Sud-Est, où elle est instaurée par des colons anglais. Et ce contexte, c'est assez saisissant de voir qu'aujourd'hui, un siècle plus tard, l'Europe, très souvent, blâme ses cultures et les ravages environnementaux qu'elles peuvent générer dans ces zones du monde, alors que c'est l'Europe qui, un siècle auparavant, très souvent, a amorcé ces cultures et cette déforestation. C'est intéressant de remonter dans le temps. On apprend beaucoup de choses là, notamment donc, que l'huile de palme nous vient d'Afrique. Est-ce que sa culture est donc traditionnelle là-bas? Alors oui, effectivement, c'est un arbre qui est originaire d'Afrique. Donc la cueillette de ses fruits est quelque chose de traditionnel. Mais ici aussi, encore une fois, la mécanisation, les cultures et l'industrialisation de la culture a démarré dans un contexte colonial au début du XXe siècle, avec des entreprises qui cherchaient notamment à importer en Europe de l'huile de palme pour faire notamment du savon. Aujourd'hui, on retrouve encore l'industrie de l'huile de palme sur le continent africain reste encore très souvent entre des mains étrangères, comme c'est le cas au Cameroun. Et je vous propose de regarder en quoi, avec cet extrait de reportage de France 24, réalisé par Guy-Marie Bondolo, Simon Batoum et Michel Bondo. Au cœur d'un manteau vert, une colonne de fumée au-dessus de l'usine de la discorde. Une exploitation appartenant à la Société camerounaise des palmeraies, une filiale de la Société financière du Luxembourg, elle-même détenue à 54% par l'homme d'affaires belge Hubert Fabry et à 38% par le milliardaire français Vincent Bolloré. Bolloré, un actionnaire certes minoritaire, mais un nom célèbre qui cristallise la colère de ces 2 paysans, riverains de la Socapalme. Samuel et Bédimé font partie d'un collectif de 10 ONG qui viennent de porter plainte en France contre le groupe Bolloré. Ils tiennent à nous montrer le lit de la rivière Ongué, l'épicentre de leur combat. Un cours d'eau pollué par les rejets de l'usine Socapalme, d'après les tests réalisés il y a 3 ans par l'Institut Pasteur du Cameroun. Avec l'appui de nos partenaires, nous avons demandé l'analyse de ces eaux pour comprendre pourquoi nous n'avions plus de poissons, pourquoi nous avions plus de crevettes, pourquoi, quand on se lavait ici, on avait des démangeaisons. Et de ce rapport, il ressort simplement que celles-ci ne sont pas recommandées pour les usages ménagers, même pour la baignade. Ces résultats ont été transmis à la plus haute hiérarchie de Socapalme, c'est-à-dire le conseil d'administration. Personne n'a levé le plus petit doigt. Alors, depuis le tournage de ce reportage en 2020, la Socfin, donc la société détenue à 40% par le groupe de Vincent Bolloré, a été condamnée à verser 140 000 € à 145 paysans camerounais qui étaient riverains de la Socapalme et qui dénonçaient, comme on le voit dans ce reportage, à la fois de la pollution et l'accaparement de certaines terres. Plus globalement, l'huile de palme est aussi régulièrement accusée de menacer la biodiversité. Ça, c'est une idée qui revient assez souvent. Les orang-outans, notamment de Bornéo, en font partie. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup médiatisé. On a beaucoup communiqué dessus. Je pense que plus personne aujourd'hui... peu de personnes aujourd'hui peuvent l'ignorer. Souvent, quand on voit ces images qui sont très alarmistes, on peut avoir un sentiment de fatalité. Il est important de rappeler néanmoins qu'il y a des marges de progression et d'amélioration pour lutter contre les ravages faits à la biodiversité. Et il y a notamment un levier qui est celui de l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, qu'est-ce que c'est ? C'est globalement faire cohabiter des plantations, de l'agriculture et des forêts. Dans le cas de l'huile de palme, c'est un peu un changement de paradigme par rapport au modèle traditionnel la photo que je vous montrais tout à l'heure où on voit des monoplantations, enfin des champs d'arbres d'une monotonie extrême. Grille, quoi, finalement. Ouais.
l'agroforesterie, elle va proposer de venir planter d'autres arbres dans ces plantations, notamment entre les lignes, en veillant par exemple à proposer des espèces d'arbres qui n'entrent pas en concurrence pour la lumière, les ressources en eau et les nutriments avec les palmiers à huile. Et qu'est-ce que ça change concrètement ? Alors, beaucoup de choses explique un groupe de chercheurs français et malaisiens dans un article qu'on a publié cette semaine sur le site de The Conversation. Déjà, en fait, très pragmatiquement, la température ambiante va baisser de quelques degrés, tout simplement parce qu'il y a plus d'arbres, plus d'ombrage. Déjà, ça peut aussi avoir un effet positif pour les conditions de travail, qui sont déjà harassantes en l'état. Il va y aussi avoir, si on veille à proposer des arbres qui puissent offrir des ressources, par exemple aux oiseaux, ça va permettre de faire revenir certains oiseaux. Et on voit déjà que dans les parcelles d'agroforesterie, il y a en moyenne 60 espèces d'oiseaux. C'est 2 fois plus que dans des monoplantations typiques d'huile de palme. Et puis, ces parcelles d'agroforesterie, elles vont aussi pouvoir permettre de servir de ce qu'on appelle des corridors biologiques. Vous parliez des orang-outans. Une des choses qui menace les orang-outans aujourd'hui à Bornéo, c'est la fragmentation de la forêt. C'est-à-dire qu'il y a eu des forêts rasées pour notamment des plantations d'huile de palme. Et la forêt, leur territoire se retrouve morcelé. Ce qui est donc crucial en l'état, c'est déjà de leur permettre des corridors, des couloirs pour pouvoir accéder d'une partie de la forêt à une autre. Et l'agroforesterie permet cela. Et enfin, l'agroforesterie, c'est un peu aussi la question de est-ce que c'est vraiment un pari gagnant pour les industriels de s'y mettre si les rendements ne sont pas au rendez-vous ? Eh bien, il y a eu une simulation faite par ces chercheurs dans le nord-est de Bornéo, dans l'état de Sabah en Malaisie, qui montre que les rendements ne sont aucunement impactés et que même le retour de la biodiversité peut parfois aider les cultures, déjà en améliorant les conditions de travail, avec plus d'ombre, un climat moins harassant pour les travailleurs, et aussi par exemple avec le retour de prédateurs naturels des nuisibles de l'huile de palme. Bon, j'ai une question radicale, mais est-ce qu'on ne peut pas juste arrêter de consommer l'huile de palme ? On sait qu'il y en a quand même beaucoup qui ont changé leur mode de consommation. Je pense à certains produits qui ont été renvoyés au placard. Alors, aujourd'hui, ça paraît très difficile quand on voit la consommation de l'huile de palme. Si on essaye de remplacer toute l'huile de palme qu'on utilise par des ressources alternatives, comme l'huile de colza, l'huile de tournesol ou bien l'huile de soja, on voit que les rendements de l'huile de palme sont bien supérieurs. En fait, 1 hectare d'huile de palme, ça produit 4 à 10 fois plus d'huile végétale que ces huiles alternatives. Donc, il faudrait beaucoup plus de terre pour produire la même quantité et ça risquerait de produire également de la déforestation. Donc, cette option, pour l'instant, elle semble peu prometteuse. On pourrait sinon se dire, dans ce cas, baissons la consommation d'huile de palme. Aujourd'hui, le premier débouché de l'huile de palme, c'est l'agroalimentaire. Il est vrai que en plus, souvent, les produits à base d'huile de palme sont des produits transformés. On trouve aussi beaucoup d'acides gras saturés. Donc, pour la santé, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose. Mais en l'état, actuellement, à l'échelle mondiale, la consommation ne baisse pas pour l'agroalimentaire. Et on a aussi des filières de l'huile de palme qui se développent, comme le biodiesel, comme je vous propose de le regarder dans cet extrait de reportage qui a été tourné en Indonésie de Constantin Simon, William de Tamaris et Aruna Popuri. Dans cette station essence de Sumatra, les clients font la queue pendant plusieurs heures. Si certains sont prêts à attendre si longtemps, c'est parce qu'on y trouve un carburant un peu spécial et beaucoup moins cher. Un biodiesel composé à 30% d'huile de palme. Avec mon travail, je dois faire attention au coût. Il faut que je trouve le meilleur prix. Et le biodiesel est 3 fois moins cher que le traditionnel. Le gouvernement indonésien veut assurer sa transition énergétique grâce au biodiesel, produit avec ses dattes, les fruits du palmier à huile. Après avoir été traité et raffiné, l'huile de palme est mélangée à du diesel traditionnel. D'ici 2030, ce carburant nouvelle génération devra produire 30% de l'énergie du pays. Mais pour répondre à la demande, il faut toujours plus de palmiers à huile et défricher les forêts primaires du pays. Derrière les promesses écologiques du gouvernement de produire un carburant plus vert, l'Union européenne s'inquiète d'un possible désastre environnemental.
Alors, on l'entend dans ce reportage, l'Union européenne s'inquiète d'un possible ravage environnemental. L'UE a d'ailleurs légiféré pour cela, avec notamment une loi contre la déforestation importée, qui donc interdit l'importation de produits issus de terres déforestées. Cependant, l'application de cette loi a été reportée d'1 an en novembre 2025, l'année dernière, et c'est déjà le 2e report. Donc, on attend encore l'application concrète de cette loi. Cette loi, très concrètement, elle concernerait par exemple le soja, café, cacao, huile de palme, donc caoutchouc. Mais il y a une denrée qui n'est pas incluse, enfin une ressource qui n'est pas incluse pour l'instant, c'est le nickel. Et le nickel, je vous en parle parce que c'est un matériau crucial pour l'Union européenne, notamment pour les batteries des véhicules électriques, sur lequel on mise beaucoup en Europe pour décarboner le secteur des transports. Le premier producteur aujourd'hui du nickel, c'est l'Indonésie. Vous imaginez, c'est une ressource qu'on exploite et qui n'est pas sans faire des ravages environnementaux, de la pollution et de la déforestation. Mais donc, pour l'instant, l'Union européenne ne cible pas la déforestation et les dégâts environnementaux liés à la production de nickel. Ce qui fait dire à certains qu'il y a un peu un 2 poids 2 mesures et du côté de l'Europe, un peu une indignation à géométrie variable en fonction des ressources dont elle a cruellement besoin et aussi de la présence ou non d'alternatives. Merci beaucoup, Gabrielle Maréchaux. En tout cas, merci d'être passé par le plateau de Paris Direct. Tous ces articles-là qu'on a cités pendant cette chronique sont à retrouver sur le site de The Conversation France. Merci de nous suivre. Restez avec nous, évidemment. Paris Direct se poursuit avec tout de suite votre grand format du jour. C'est l'heure du focus. Regardez.